Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour le 6e épisode de la 2e saison de French Big Ballers. Au programme, un retour sur l'actualité, les résultats et un point sur la franchise. Un retour sur Brandon Ingram, un coup d'œil sur le calendrier, puis la rubrique Top Flop. Faute de moyens financiers et malgré des contentieux avec la justice française, je serai toujours accompagné des habituels Nas et Adrien. Comment ça va, messieurs? Écoute, très très bien, de retour après un petit week-end sur Paris avec des potes. J'ai un peu beaucoup fait la fête, je me suis aussi tapé l'un des matchs des Lakers contre les Suns, là, on y reviendra plus tard, et puis voilà quoi, tout va bien. Bonsoir Clément, bonsoir Nas. Hormis le fait que mon système immunitaire est à l'image des Lakers, c'est-à-dire que j'ai plus de défense et que je me chope la crève, ça va. Super. Peut-être lié à ton alimentation foireuse. On est parti sur les actualités. Messieurs, Carmelo Anthony ne viendra pas, c'est tombé en fin d'après-midi. En discussion avec le front office, le Carmelo aurait cessé les discussions, notamment à cause du rôle proposé et du classement actuel de l'équipe. Est-ce une grande perte, messieurs? Rien que le présenter comme ça, c'est drôle. Nous sommes donc trop nuls pour accueillir Carmelo Anthony. C'est ça. Eh bien, je vais vous le dire, je suis content que l'on soit trop nuls pour attirer Carmelo Anthony. Autre son de cloche, Adrien ou Oui, non, moi je trouve que c'est vraiment le symbole de cette saison tragique. Tu vois, c'est ça. On a mis toute l'année, à chaque fois, en disant non, mais Carmelo, non, il faut vraiment que le FO lui mette un stop, c'est pas possible. Et en fait, c'est lui qui est en train de nous mettre un espèce de Mistral de l'espace en disant non, mais les gars, non, peut-être pas assez bien pour moi, allez, next. Qu'est-ce que j'irais foutre chez vous, quoi. C'est chaud, quoi. Ça va finir en Chine ou au Chili, on verra. Une autre qui perd la tête ces temps-ci, c'est Jenny Buss, qui devient un peu paranoïaque. Elle a évoqué des fake news autour des discussions concernant Anthony Davis. Adrien? Écoute, alors moi je vais te dire, franchement, je pense que c'est une des premières interventions de Jenny que je trouve pertinente au niveau basket. Alors, en fait, de deux choses l'une. Soit c'est un smokescreen qui est habilement arrivé pour éteindre l'incendie qui prend d'ampleur aux alentours de El Segundo, ou alors c'est peut-être enfin un des rares signes rassurants sur la manière dont le front office a vraiment géré les négociations pour le trade de Anthony Davis. Voilà. Donc, c'est un signe positif qui est très 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 maigre, mais en ces temps de disette, je prends. J'ai pas franchement l'impression que c'est cette déclaration-là qui va régler tous nos problèmes, même pas basket, hein, je parle simplement en termes d'ambiance et d'atmosphère, parce que là ça se voit que c'est quand même délétère, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait ça s'est pas arrangé, hein. On a eu 2-3 matchs, le match contre Boston, on avait eu l'impression que voilà, tout allait repartir de plus belle, et en fait finalement c'est vraiment pas ça, quoi, ma foi. On garde une petite touche d'optimisme, messieurs. On va parler d'un Laker au grand cœur. Karim Abdul-Jabbar qui a vendu un certain nombre de souvenirs sportifs pour soutenir l'accès à l'éducation de jeunes défavorisés. Voilà, je pense que ça valait le coup d'être mentionné. Absolument, mais grand homme, hein. C'est pas la première fois qu'il le fait. D'ailleurs, l'argent, il va plus d'informations à sa fondation qui s'appelle la Skyhook, tiré de son légendaire move. La Skyhook Foundation, et effectivement grand homme, impliqué dans ces combats politiques et même humanitaires, et finalement on en parle, et heureusement qu'on en parle en fait, parce que je l'ai pas lu sur beaucoup de médias, et voilà quoi, mais c'est important de le préciser, je suis d'accord. Adrien, un commentaire? Ouais, moi je trouve aussi que le fait de ne pas avoir donné dans le fétichisme des objets de sa carrière pour aider les enfants des classes exploitées aux États-Unis, c'est quand même très très rare dans cette ligue. Absolument. Kobe ne le fait pas, par exemple. Oui, et puis même généralement, moi je suis généralement très critique sur le pseudo-engagement des joueurs de basket, que ce soit dans le domaine social, a fortiori politique, qui se cantonne à la charité. Bon, là on va dire que c'est de la charité plus, mais elle est tellement en adéquation avec une trajectoire individuelle qui aurait été un cheminement conscient et croissant de mobilisation en faveur des communautés populaires, que là c'est juste la grande classe, quoi. Voilà, absolument. C'était un grand homme au début de sa carrière en universitaire, sa conversion, et puis là voilà, c'est l'aboutissement d'un grand parcours. Bravo, monsieur Karim Abdul-Jabbar. En parlant de grand parcours, messieurs, on va passer à celui des Lakers. Puisque après le dernier podcast et après une défaite gênante face aux Hawks de Steve Nash et Amare Stoudemire 2.0, les Lakers ont pu profiter de All-Star Game pour penser des blessures comme Josh Hart, briller de mille feux dans des matchs exhibition comme Kuzma, ou bien balancer des clins d'œil dans tous les sens à Anthony Davis comme LeBron. Ce dernier en a profité pour activer le mode playoff et appeler ses camarades à lui emboîter le pas.
Le résultat ne fut pas celui qui était escompté, messieurs. 3 défaites embarrassantes à l'extérieur, mais contre des équipes totalement plus faibles sur le papier. Et seulement 2 petites victoires face à Houston et la Nouvelle-Orléans à la maison. L'effectif semble sur le point d'exploser. Seul Brandon Ingram semble emboîter le pas du King dans cette période difficile. Comme le disait Marcel Pagnol, l'ancien avant-centre de l'Olympique de Marseille, tel est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Messieurs, en étant donc condamnés à rater une nouvelle fois les playoffs. Oui, de toute façon, c'est la question qui revient le plus. Toute la journée, tous les jours, sous n'importe quel tweet. Je vais pouvoir tweeter une photo de Kobe, on va me demander si on va faire les playoffs. Donc effectivement, c'est la question qui taraude un peu tout le monde, ce qui est compréhensible. Pour moi, je vous le dis franchement, ça s'annonce quand même très très compromis, tu vois. Il y a eu des matchs qu'il fallait pas qu'on perde, et là, si on veut les accrocher, il va falloir faire un quasi sans faute. Seulement, sans Lonzo, en voyant un peu le contenu, sans Lonzo dans le basket, en défense notamment, et puis même avec l'implication de certains de nos joueurs qui parfois laissent vraiment à désirer, même sur le côté offensif du parquet. Ça va être compliqué. Franchement, c'est une tall order, comme diraient les Américains, honnêtement. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien, mais voilà. Moi, j'ai envie de rappeler un certain podcast qui, au sortir de la Free Agency, avait abordé les différents scénarios, les différents scénarios qui pouvaient se présenter à nous pour cette saison. Et on avait mentionné l'existence d'un scénario catastrophe où, entre les blessures, la défense allait s'écrouler et l'incohérence de ce roster allait apparaître de manière éclatante, et que donc, on pouvait rater les playoffs. Ça, je m'en souviens très clairement qu'on en avait parlé, et on y est totalement dans ce scénario catastrophe. Et donc le momentum, il est tellement pas avec nous quand tu vois les attitudes de certains joueurs qui ont déjà lâché. Il y en a qui ont lâché. Maggie, il y est plus. Maggie, il a complètement raté le basket. C'est plus son truc. Après, tu me diras, tu vois, c'est juste peut-être un truc Shaqtin au full, mais voilà, remise en jeu de LeBron contre les Suns, tu fais OK, là, tu es plus, tu vois, tu es plus. Ouais, carrément. Normalement, il est rarement dans ce type de rubrique là, et bon, bref. Donc ouais, moi à ce stade-là, je suis pessimiste sur les playoffs. Dire, non seulement on ne va pas les faire, et en plus on ne devrait pas les faire. Quand tu vois ce que font les Kings, et ça me fait mal de dire ça, quand tu vois ce que font les Clippers alors que Jerry West ne cesse de dépioter leur roster free agency après trade deadline, et les mecs continuent avec beaucoup d'envie et de cohérence, donc non, on ne mérite même pas d'y être. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Adri, par rapport à l'échec entre guillemets annoncé, c'est finalement un échec qui s'est prolongé entre guillemets sur toute la saison avec les décisions qu'on a prises pendant la trade deadline. Notamment en dégageant Zubac pour une maigre contrepartie. Moi, c'est vrai que Muscala, c'est pas que je l'aime pas, tu vois, mais est-ce que c'était vraiment le bon choix? Ça, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour le dire, mais pour l'instant, ça s'annonce. Voilà, c'est pas terrible, quoi. Pareil pour Beasley. En revanche, Bullock, j'aime bien. Maintenant, on va reparler, je pense, dans le bilan. Mais voilà, c'est un échec qu'on pressentait déjà à l'époque parce que le roster qui encadrait LeBron James était pas celui idéal, on va dire, pour être poli. Et voilà, le massacre a continué avec cette gestion pas terrible, enfin pour moi, au moment de la trade deadline, quoi. Non, du coup, ça plus ça, effectivement, plus les blessures. C'est vrai que on a pas mal galéré pendant l'absence de LeBron, mais on avait quand même un petit semblant d'équilibre quand Lonzo jouait bien. Quand il jouait moins bien, c'était plus compliqué. Mais là, maintenant qu'il est pas là et que il est littéralement le seul bon joueur, bon défenseur. Enfin, j'ai plutôt envie de même dire très bon défenseur de cette équipe. Effectivement, du coup, c'est compliqué, quoi. D'ailleurs, quand tu parles de la défense, c'est bien, parce que moi, c'était quand même un des points sur lesquels je voulais revenir sur les 7 derniers matchs, et j'étais très surpris. Alors, je sais pas si vous avez regardé les chiffres, mais sur les 7 derniers matchs, on est seulement, 17e au defensive rating. Je pensais qu'on allait être beaucoup plus bas que ça. Et par contre, on est 24e à l'offensive, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait pas son travail, qui fait pas le travail. C'est pourquoi il a été pris cet été. Notamment si on se met dans une certaine opération playoff, ce qu'il était supposé faire après l'All-Star Game. Bon, je laisserai les fans ou les non-fans juger de ses performances. Mais pour revenir à la défense, parce que je pense quand même que malgré tout, la plupart de nos problèmes restent dans ce secteur de jeu, comme tu disais, du fait de l'absence de notre meilleur joueur en la matière. D'autant que je te coupe rapidement, mais en réalité, là, notre defensive rating sur les 7 derniers matchs, il est moyen. C'est ça. Il était absolument affreux sur les 5 premiers matchs qui ont suivi la blessure de Lonzo Ball. On était 29e ou 27e. Enfin, c'était vraiment une catastrophe, quoi, tu vois. Non, là, c'est sûr, si tu veux que, à partir, en fait, il y a 2 phases dans notre defensive rating. Il y a les premiers moments jusqu'au All-Star Game où ça s'effondre, mais vraiment de manière dégueulasse.
Et là, ça reprend et un peu, enfin, visiblement, il y a quand même du mieux parce on n'est plus que moyen et non plus nullissime. Et je pense c'est parce que Luke Walton a dit bon, maintenant on va faire vraiment du small ball. Ouais. On va démarrer small ball et on va avoir vraiment un maximum de rotation avec ça. Et c'est pas con. Moi, c'est un truc que j'attendais en fait depuis la free agency. En voyant, tu vois, les recrues, je me disais bon, la marche normale, ça va être qu'on va jouer small ball. Bon, c'est pas trop mal. Surtout que ça a marché sur certains matchs. Tu vois, la victoire contre Houston, où c'était mal embarqué, hein, quand tu prends la première mi-temps. La deuxième mi-temps, où la défense reprend du poil de la bête, c'est 100% grâce au small ball. T'as un chiffre, hein. Tu vois, on commence la deuxième mi-temps, t'as Magui qui est sur le terrain, et là, jusqu'à ce qu'il joue, on a un defensive rating de 161, et dès qu'il sort, sur tout le reste du match, on passe à 64 en defensive rating, tu vois. Donc tu passes du cataclysmique au galactique en une seule rotation. Face aux Pelicans, c'est pareil. Je trouve que même si les titulaires ont du mal, mais malgré tout, c'est du positif. Contre Memphis, la très bonne séquence défensive qu'on a dans le quatrième quart-temps, c'est encore du small ball. Face aux Bucks, je trouve aussi que le small ball a bien tenu face à Giannis et Lopez, enfin du moins longtemps, hein, jusque dans le Money Time. Et finalement, le seul contre-exemple, tu pourras le trouver, c'est hier face aux Suns, où là les titulaires ont pris un ras-de-marée sur le defensive rating. Je crois qu'ils sont à moins 33 de net rating face aux Suns. Donc voilà, on songeait que le small ball, c'est une bonne chose. Après, quand tu regardes dans le contenu, c'est quoi? Est-ce qu'on a vraiment des joueurs pour être régulièrement très très bons en défense? Et là, et puis est-ce qu'on a aussi des joueurs, plutôt j'ai envie de te dire une disposition qui nous permet de jouer un small ball efficace en attaque? Visiblement non, quand on regarde les chiffres de l'offensive rating, tu vois, dont tu parlais justement. Il y a aussi, je pense, effectivement un peu du fait que Luke Walton ne sait pas vraiment ce qu'il fait et il est là sans vraiment être là, tu vois. C'est clair que ça aiderait d'avoir un coach qui est capable de dessiner quelque chose de temps en temps. Maintenant, jouer en small ball, ça va quand même, ça induit quand même souvent beaucoup de responsabilités en plus qui s'ajoutent à ton équipe. Tout d'abord, tu vas devoir avoir au moins un de tes deux ailiers qui va être capable à un moment donné d'avoir la balle et de pouvoir faire des passes, tu vois. Tu peux pas jouer en small ball si ton 3 ou ton 4 n'est pas capable de créer du jeu en plus du meneur. Le problème, c'est que on voit bien quand même que Kuzma à ce niveau-là c'est limité, LeBron à ce niveau-là c'est limité. Alors je crois que c'est Kuzma qui joue en pivot officiellement quand ils sont en small ball. C'est ça. Et ça c'est surprenant, ça je trouve, parce que c'est allé au massacre, hein. Si tu veux, vu qu'on a plus de meneurs vraiment efficace en défense avec la blessure de Lonzo. En poste 1, tu mets soit Rondo, soit Bullock, et poste 5, c'est Kuzma. Donc c'est ça ta ligne, ton axe 1-5 qui doit tenir l'essentiel du pick and roll. Autant dire que c'est pas mal. Hein. Non, c'est pas très mal. Tu pars pas gagnant face à n'importe quel type de line-up. Hein. Qui a soit un arrière qui est très fort, soit un pivot pas trop dégueulasse, tu prends l'autre. Absolument. Et Holiday, Conley, Bledsoe, Booker, et de l'autre côté, donc, Lopez et Embiid, tous sont martyrisés, tous. Non, mais clairement. Et puis, faut pas oublier aussi quelque chose. Donc ça, c'est au niveau défense, c'est ce que c'est, on va dire. Maintenant, en attaque, quand tu joues petit, tu vas devoir à un moment donné, si l'équipe en face resserre en transition, tu vas devoir être capable de pouvoir poser des écrans, poser même plusieurs écrans, te sortir et mettre les tirs à 3 points. Tu vois. Seulement là, c'est là qu'on voit que ça bloque un petit peu. C'est-à-dire que Kuzma, il a des jours avec, il a des jours sans. Ingram, pour l'instant, c'était plutôt avec, mais encore, d'ailleurs non, même pas tant que ça. Je crois qu'il a des stats pas terribles à 3 points sur son gros stretch où il tourne à plus de 20 points par match. Je crois qu'il est à peu près à 33% 3 points, ce qui est moyen quoi, tu vois. Maintenant tu Rondo, parles des 7 derniers matchs là. Non, moi je parle plutôt pré All-Star Game, c'est un stretch sur 15 matchs, il me semble bien. C'est ça, dans ces eaux-là. Ouais, c'est ça. Non, effectivement, il est à plus si on regarde les tout derniers matchs. Mais voilà, Ingram, c'est pas un volume shooter non plus, tu vois, il en tire pas 5 par match. Et voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que nous on a une limite réelle sur le tir à l'extérieur, tu vois. LeBron, c'est cool qu'il en mette, tu vois, mais notre meneur Rondo, c'est pas son truc. Ingram, c'est pas forcément son truc. Bullock, c'est son truc, mais bon, Et encore, je t'interromps sur LeBron James. Je sais pas si vous avez vu le thread de Cranji sur son analyse du match contre les Suns.
mais il avait pas mal cartouché LeBron sur son refus de profiter des espaces de la défense pour être une option crédible et même une option constante en catch and shoot. C'est dommage parce qu'il est plutôt pas mauvais dans le secteur, je trouve. Et alors qu'il a un gros volume quand même, à 3 points. Il doit être à 7 3 points tentés par match, je crois, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres en tête, mais il en tire beaucoup. C'est beaucoup du tir en sortie de dribble. Ouais. Alors que il facilite pas, si tu veux, les maigres espaces que tu arrives à créer avec un petit flare screen ou un petit mouvement, tu vois, parfois il le joue pas, ça. Ouais, c'est vrai. Je les avais tout à l'heure, les chiffres sur le nombre de 3 points, en termes de pourcentage, le pourcentage de 3 points pris après une passe. Et bizarrement, ils sont tous à 90%. Ingram, c'est 90% de ses 3 points. Il y a une passe avant. Kuzma, c'est 94. Et en fait, le seul qui est derrière, c'est LeBron James. 35% de ses 3 points après une passe. Donc, LeBron James. Catch and shoot. Ouais, voilà. Ouais, LeBron, 35%. Dans le corner, un corner après une passe, donc en situation de catch and shoot, en situation de spot-up. Et voilà, c'est 2% des 3 points de LeBron. Ouais. Voilà. C'est très mec, quoi. Ouais, effectivement. Alors qu'il est capable. Alors que tu vois, il y a des séquences où tu vois, il refuse pas le tir. Notamment, je crois que c'est contre les Rockets ou les Bucks. Je crois que c'est contre les Bucks. Ça tourne bien la balle et boum, tu vois, il punit bien en catch and shoot sur un dernier retour face à eux. Donc c'était je sais pas. Il y a aussi à un moment donné les joueurs qui jouent pas le jeu et qui jouent pas le small ball, tu vois. Effectivement, le small ball veut que tu étires à fond les défenses. Et si tu veux les étirer, il faut qu'elles respectent ton tir. Donc prends les tirs, même semi-ouverts dès qu'ils se présentent face à toi. Mais oui, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. Nous, en défense, effectivement, on a soulevé des problèmes qui sont entre guillemets qu'on a sous les yeux, quoi, et pour lesquels on peut pas faire grand chose, hormis à dire à Rondo et Kuzma de défendre, mais même en leur disant, je crois pas que c'est suffisant, tu comprends. Maintenant, en attaque, il faut que tu sois capable de prendre des tirs à l'extérieur, et ça, c'est limite, quoi, tu vois. Et là, il y a Hart, hein. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de Josh, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont été extrêmement emballées de son début de saison, mais après qui ont été assez rapides pour le descendre. Mais ça fait depuis combien de temps qu'il joue sur une moitié de genou? Ouais, c'est ça aussi. Et là encore, il est encore gêné. Walton espérait le mettre un peu plus de temps sur le terrain et il est toujours gêné par son genou. Et ça se voit dans ce qu'il peut apporter au niveau du tir notamment. Tu vois que là-dessus, alors que normalement, c'est au-dessus de ça, à mon avis, c'est son vrai niveau. Il est quand même au moins à 36% à 3 points son vrai niveau. C'est un bon tireur à 3 points, ouais. Et ça fait la transition pour ce que j'allais amener, c'était que, en fait, à part LeBron, Ingram et Kuzma qui peut créer derrière son tir, une fois que ces joueurs sont plus sur le terrain, comment on fait? Parce que j'ai vu des séquences où ils vont se retrouver sans LeBron et sans Ingram au parquet, avec une seconde unité livrée à elle-même, et on produisait mais rien du tout, on se faisait fumer notamment contre les Bucks au début du deuxième quart-temps où on met une line-up sans les 2, on se fait fumer, on prend un run, on refait la même en début de quatrième quart-temps, on se fait fumer, on prend un run. Comment on peut arriver à pallier à ce souci, messieurs? On peut pas, en changeant de coach. Ouais. Si tu veux. Non mais si c'est ça. Oui. Quand même, le principe du coaching, outre le fait d'avoir un système, c'est aussi de répondre aux exigences d'un match et de comprendre comment un match est en train de se jouer et où est-ce que tu es en difficulté et où est-ce que tu marches bien. Et donc les ajustements en défense et en attaque, c'est le rôle du coach. Et Walton ne les fait pas ou les fait assez mal. Si tu veux, il a des idées parfois où il va installer un principe, comme je te dis, tu vois, là, on va tenter le small ball. Mais après, l'ajustement in-game, il reste quand même encore une fois très, très défaillant. Oui, donc, quand tu comprends pas que non, Rondo, pour arrêter le meilleur meneur adverse, ça marche pas, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera jamais cette saison, ben voilà, tu prendras l'eau en défense dans le quatrième quart-temps. Même un Hart sur un seul genou, tu peux le faire jouer 40 minutes, ça sera mieux en défense que Rondo, Bullock, Kuzma et consorts. C'est contre Milwaukee en début de quatrième quart-temps où il met Rondo et Bullock qui se font fumer par Bledsoe et Malcolm Brogdon, et donc il décide de faire rentrer un arrière à la place de Bullock et il fait rentrer KCP qui prend 11 points de Bledsoe sur la tronche, je crois qu'il en prend 4 de Brogdon, alors que Josh Hart qui avait fait un passage en défense intéressant, tu vois, il est pas revenu du parquet, mais il a laissé cette line-up KCP et Rondo dans le quatrième quart-temps. C'était bon, ça c'est l'éternel problème des relations, quoi. Ça c'est vraiment l'éternel problème des rotations, quoi, tu vois. Vous l'avez vu, Josh, même Julius a rebondi contre lui au poste. Ce mec c'est un tank, quoi. J'ai juste vu se faire enfoncer par Lopez, et voilà, tu me dis c'est normal quand même, tu vois. 7 pieds 1 de haut, un monstre physique, ok, c'est normal, mais quand même, voilà, tu vois la différence d'emblée. Non, mais oui, carrément, c'est pas Rajon Rondo, quoi, tout simplement, en défense en tout cas. Mais non, ouais, est-ce qu'il y a réellement une issue? Non, mais bon, faut pas aussi oublier
voilà, comme tu dis, Josh Hart est pas à 100%. Lonzo n'est pas là tout court. On a un effectif qui est de base quand même assez faiblard, faut le dire, qui se retrouve encore plus affaibli qu'il ne l'était déjà, quoi, tu vois. Du coup, pour répondre à la question du début, donc voilà, on a perdu le momentum. Hart n'est pas encore revenu à 100%. Zo, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir et quand est-ce qu'il va retrouver et ses automatismes avec les autres et son 100% de ses moyens. Donc on prend du retard. Hein. Psychologiquement, ça lâche dans tous les sens. Ouais. Tu vois, pour les playoffs, c'est pour ça. Mais ça sent la catastrophe. Ça sent vraiment la catastrophe. Non, mais carrément. Ça sent ton pic qui est meilleur que tous les pics des Celtics. Voilà. Ce qui est un bon argument pour se présenter avec une bonne offre de draft. Mais... Non, mais c'est clair. Après, bon, là, pour Lonzo, visiblement, c'est pas il a fait une rechute, en fait. Techniquement, on aurait dû le revoir cette semaine. Sur ce qui était annoncé, ou peut-être même la semaine dernière, d'ailleurs, si j'y pense bien, il a fait une rechute et, de base, ils avaient annoncé une rechute assez grave avec une fin de saison prévue, etc. Mais visiblement, il s'avérait que ce soit pas si grave que ça. Je sais plus qui l'a report. Je me demande si c'est pas Brad Turner. Je me rappelle plus. Mais bref, il disait qu'en gros, on allait le revoir sur les parquets avant la fin de la saison régulière et sous quelques semaines. Voilà, sous quelques semaines. Ça peut dire la semaine prochaine comme la semaine d'après, à voir. Enfin, toujours est-il que moi je serais très content de le revoir sur le parquet, tu vois, parce que là il nous manque terriblement, faut le dire. Ouais, sous quelques semaines, il va falloir se dépêcher quand même parce que mi-avril arrive tôt. oui, non, mais c'est clair. C'est dans un mois quasiment. C'est clair, non, mais carrément. Maintenant, voilà, si on peut l'avoir, mettons dans la semaine prochaine et pour l'avoir sur un run final sur un mois, sur un stretch un peu casse-cou où on irait tout gagner, why not? Mais bon, c'est un scénario très très optimiste, tu vois. Du coup, je reviens sur la question du dé initial et sur quelque chose que tu as évoqué, Adrien, juste après. La question, c'était, vous croyez encore aux playoffs? Non plus. Ok. Et toi, Clément? Ça devient compliqué. Je pense qu'on va les rater. T'es très diplomate, mais ouais, c'est ok. Non, je pense que là, ça commence à sentir très très mauvais. Notamment, surtout que ça commence un peu. Tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure, ça commence à tirer un peu dans tous les sens dans le vestiaire. Ah, ça y est, on a notre pont là. Ouais. Kuzma qui annonce que les joueurs doivent faire un effort. LeBron qui a une attitude assez spéciale sur le terrain et en dehors du terrain. D'où Kuzma peut se permettre de demander aux autres joueurs de faire des efforts. Quand tu te fais souiller en défense, mais possession après possession, que tu tiens personne en face, d'où tu demandes aux autres de faire des efforts. Putain, quoi. Oh, le mec. Ah non, après, vous voulez que je l'aime, ce joueur. Impossible. Mais Josh Hart a fait une déclaration un peu plus diplomate que tous les autres, dans laquelle il a dit qu'en gros, pour lui, effectivement, quelque chose n'allait pas, mais que l'équipe ne savait pas réellement ce qui ne fonctionnait pas. En réalité, bon, nous, on sait plus ou moins ce qui va pas. Tu veux dire, tu regardes les matchs et c'est quand même assez criant, tu vois. Tu reconnais le joueur de Fortnite, hein, ce sniping de coaching staff, il est beau quand même. C'est ça. Et il a dit, il va falloir vite qu'on trouve ce qui se passe, sans quoi on va vers la catastrophe. Il a dit ça, je crois, il y a 2 jours. On a vu le résultat, mais voilà. Et du coup, il y avait une question qui nous a été posée au sujet de LeBron et qui disait, est-ce que vous trouvez, donc c'est de la part de Don Westby, qui disait, est-ce que vous trouvez tolérable, recevable l'argument du Bron, c'est sa première année, nanani, pour son attitude? Alors moi je vais laisser commencer Adri parce qu'il avait dit dès le début de la saison qu'il allait jamais, qu'il y avait la jurisprudence LeBron James et qu'il fallait rien dire sur LeBron James. Eh bien, je ne critiquerai pas LeBron James de toute la saison. D'accord? Je ne critiquerai pas LeBron James de la saison parce qu'il n'est que partiellement responsable, comment dire, des problèmes qu'on a connus. Et le vrai souci, c'est la stratégie du front office. Tu lui mets un supporting cast. À partir du moment que Paul George ne vient pas, tu avais quand même d'autres options un peu plus cohérentes à lui fournir, notamment en défense. Donc ce n'est pas sa faute à ce niveau-là si ça s'écroule autour de lui parce que lui ne défend plus depuis au moins 4 ans. Mais après le reste, oui, je peux comprendre si tu veux, en mettant à la place de LeBron James, en disant ouais, quand même pour ma première saison à l'Ouest, et ben voilà, je ferai pas les plus hauts, donc tu peux te sentir un peu dégoûté. Donc oui, pour moi c'est recevable de se dire bon, c'est que sa première année et avec une free agency plus cohérente. Pour moi non. Ça ira. Mais bon, pour moi non. Je sais pas ce que t'en penses, Clément. J'allais juste poser une question à Adrien. Est-ce
que au lendemain du match et dernier match de la saison de Lakers, est-ce que tu auras le même discours? Oui. Oui. Je dis, je lui laisse un an complet. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question, Clément, en l'occurrence. Très compliqué, notamment quand tu arrives à allumer les jeunes joueurs, alors que c'est les seuls qui ont step up véritablement, comme je l'ai dit en début de podcast. LeBron qui monte au créneau en disant voilà, je passe en mode playoff, et donc qui espère que ses coéquipiers suivent, et les seuls qui traînent le pas derrière, c'est les vétérans. Donc Rondo qui une fois sur le banc il branle rien du tout, et puis sur le terrain c'est pareil, l'effort fourni il est loin d'être optimal. Maggie qui est totalement perdu en défense. Stephenson, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, Stephenson. Il est blessé. Mais ça me dérange pas, tu vois, à un moment donné. Il est blessé. Ouais, tu vois, à un moment donné, j'avais un optimiste en me disant Luke Walton l'a enfin sorti de la rotation, mais non, c'est même pas ça, il va revenir, ce salaud. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est les seuls qui avaient step up derrière, c'était Brandon Ingram, Kuzma qui avait un peu perdu de sa superbe après All-Star Game. Je pense qu'il s'est fumé les cannes au match d'exhibition contre Team Europe, mais bon, après c'est pas grave. Mais je veux dire, voilà. La cible était mauvaise. Enfin, il s'est trompé de cible dans ses déclarations, et il est totalement à côté de la plaque dans son discours. Enfin, je comprends pas comment tu peux essayer d'être leader en essayant d'enterrer les seuls qui te suivent, quoi. Non, mais c'est sorti médiatique. Moi, je suis désolé, mais elles sont lunaires, franchement. Franchement, elles sont lunaires. On a quand même oublié la communication de Kobe aussi, hein. Oui, non, mais l'entraînement n'était pas irréprochable, on est bien l'entraînement où il regarde Mitch en disant ils sont soft comme du PQ, et qu'est-ce que t'as fait au recrutement, merci, quoi, tu vois. Non, mais après, comment tu veux tirer un effectif vers le haut? Mais à la différence que Kobe était un enculé avec tout le monde. Oui. non, mais voilà, tout ça pour dire que c'était ce que disait Zach sur LeBron. LeBron était un roi, mais à sa manière. Il est altruiste à sa manière. Moi, alors là, pour le coup, tu vois, si tu vas commencer à comparer le leadership qu'incarnait Kobe pour cette saison aux Lakers et ce que nous montre LeBron James dans l'attitude, non mais franchement, vous le voyez sur le parquet des fois. Moi, je regarde les matchs, mais des fois, tu le vois souffler quand un joueur rate un panier, comme si lui ne ratait jamais de panier. Tu le vois, traîner la patte en défense. Bon, ok. Ah, il me tue attends, excuse-moi, je te coupe. Non, là, vas-y. Quand il défend loin du ballon, il me tue dans son attitude. Ouais, non, mais les matchs contre les Sixers, là, je me rappelle. Le match contre les Sixers, genre, il fait genre pour rire qu'il laisse 10 mètres à Ben Simmons pour pouvoir prendre des 3 points. Non, mais en vrai, il fait pas pour rire. Il avait raison. Oui, non, mais ok, merci Adrien. Il a raison, et c'est marrant, on s'est bien marré, tu vois. Même Colangelo le disait ça. Oui, shoot you coward. Je sais bien. Je sais bien. Maintenant, voilà. Non, mais moi, je suis désolé, il me gonfle, tu vois. Parce que, à la rigueur, Kobe, là, ouais, effectivement, on peut tout lui reprocher, hein. Effectivement, c'était un exécrable coéquipier. Faut le dire, mais le mec, il allait chercher la gagne quoi qu'il arrive, et putain, surtout, il prenait ses responsabilités. Quand l'équipe faisait n'importe quoi, il prenait très souvent sa part de responsabilité en conférence de presse. Là, LeBron, c'est sorti. Un jour, je vais chier sur les jeunes. Le lendemain, je vais dire, je le mets en mode playoff Bron. Bah bon, voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de playoff Bron, tu vois. Voilà, c'est ça aussi le truc. Effectivement. Un petit post Instagram. Ouais, voilà. Typiquement. Alors, c'est vrai que Kobe n'avait pas Instagram. Enfin, il avait un Twitter, Instagram à l'époque, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Mais effectivement, les posts Instagram, les stories. Non, mais vous avez vu, là, ce qui s'est passé, là, il y a quelques jours. On se fait fesser par les Suns, et le mec, il prend une story en train de danser devant son miroir sur le nouvel album de 2 Chainz. Non, mais j'ai regardé ça, mais je me suis dit, mais putain, mais sérieux, quoi. Où est-ce qu'on est, tu vois? Et il se fait shitstorm, d'ailleurs, sur son Instagram, là. Tous les posts qu'il balance depuis plusieurs jours, il se fait shitstorm. Et moi, je suis d'accord avec eux. Je suis désolé de vous le dire. Alors, moi, vraiment, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec Adri sur ce point-là. Pour moi, LeBron James, là, il fait pas le taf. Et effectivement, il a pas, le roster qu'il mérite, entre guillemets, faut le dire. Mais d'un côté, à un moment donné, tu peux pas abandonner ton équipe comme ça. T'es LeBron James, t'es au max, t'as un salaire qui est pharaonique, t'as des responsabilités qui sont aussi pharaoniques. À un moment donné, porte tes couilles, mon grand, tu vois, porte tes couilles. Sinon, ça servait à rien de venir, tu vois. Voilà, après, c'est mon avis. On passe à un joueur au niveau. Allez, c'est parti. Brandon Ingram, messieurs. Le 23 juin 2016, Adam Silver s'avance sur l'estrade de la draft pour annoncer le choix de la franchise Purple and Gold. Après la sélection de D'Angelo Russell et de Julius Randle, les années passées, c'est Brandon Ingram que le commissionnaire envoie aux Lakers. Loin de Kingston, de sa Caroline du Nord natale, du campus de Durham où il a excellé 1 an sous les ordres de Coach K,
L'avenir de BI se joue donc en Californie où l'attend une horde de fans impatients de retrouver le top de la conférence. Et on y est aujourd'hui, messieurs. On y est. Nous sommes aujourd'hui dans la 3e année. Et comme Lonzo et Kuzma, Brandon Ingram va avoir droit à son petit passage sur le grill. Oui. Alors, on est parti, messieurs. Réincarnation de Kevin Durant pour certains. Wiz Khalifa qui a mélangé sa bœuf à des hormones de croissance pour d'autres. Brandon Ingram vit une saison particulière avec un nouveau rôle et de nouvelles attentes. Je vous pose donc la question, messieurs. Brandon Ingram est-il un incapable qui devrait pousser plus à la salle et comprendre qu'une grosse stat au nombre de ballons perdus n'est pas une bonne chose, ou est-il un génie basketballistique incompris? Pour moi, c'est la deuxième option. Enfin, ça coule de source. Je sais pas ce que t'en penses, Adri. Pour moi, ça serait entre les deux, mais après, bon, je te laisse aller, vas-y, fais l'apologie de Brandon. Ouais, alors pour moi, génie incompris, oui. Effectivement, il a eu une première saison qui était ce qu'elle était. Il est arrivé quand même très jeune à la franchise, faut le souligner aussi. C'était le plus jeune d'ailleurs de sa QV à l'époque, mais rien qu'à l'époque, on pouvait entrevoir certains de ses talents, certains de son potentiel. C'est très très brut, mais il commençait déjà à montrer quelques belles choses pour moi. Brandon Ingram, depuis le début, ce qui m'a plu chez ce garçon, c'est déjà sa capacité à pouvoir varier son jeu. Il est capable de pouvoir attaquer. Alors ça s'est plutôt fait sur la suite. Après qu'il ait justement pris un peu de muscle, etc. Il est capable d'attaquer le panier, de driver. Il est capable d'attaquer le panier, de se retourner, de prendre des petits shoots mi-distance en fadeaway, parfois pas forcément en fadeaway. Il est capable de tirer à longue distance, même si il y excelle pas, faut le dire aussi. Mais il est capable. On l'a vu la saison dernière, il a quand même eu un pourcentage coquet à 3 points, même s'il en tirait pas tant que ça. Donc il a un skill set qui est quand même assez énorme. Et surtout, il est capable avec la balle de pouvoir voir les espaces et de pouvoir voir le jeu en fait et de pouvoir faire les passes. Tu vois. Et ça pour un mec de sa taille, un mec de son âge, et en fait beaucoup de gens lui reprochent un QI basket négatif. Je le vois des fois sur Twitter. Non, pourquoi beaucoup? Moi je suis désolé. J'ai un Gabonais qui parle de ça. Ne citons pas de nom. C'est tout. Oui, c'est vrai, effectivement, j'exagère un peu. Mais bon, moi, ce que je vois chez ce mec, au contraire, c'est qu'il a énormément de maturité. Les gens ont vu en lui une espèce de réincarnation entre le basketball de KD et le entre guillemets l'enflammade de Kobe. Franchement, je pense que beaucoup de gens voyaient un espèce de Kobe Bryant en Brandon Ingram. Tu vois, je te le dis franchement. Non, mais la vraie compa, les vrais compas intelligentes, on va dire entre le plus et le moins, c'est effectivement donc KD pour la top comparaison, et t'avais après Tayshaun Prince en comparaison basse. Voilà, c'était plus. Non, mais moi je te parle pas de la comparaison purement basketballistique. Moi je te parle par rapport au moment de sa sélection et par rapport entre guillemets à ce qu'il montrait en NCAA, etc. Les gens étaient très hypés. Ils le voyaient réellement comme un scoreur qui allait venir justement comme Kobe, exploser et mettre des points, etc. Ce qu'il n'a pas fait tout de suite. Et beaucoup de gens ont perdu patience par rapport à ça. Et bon, pour moi, il est incompris parce que oui, il faut dire ce qu'il est aujourd'hui. Il est quand même l'un des rares joueurs qui va tous les jours venir sur le parquet avec des bonnes intentions. Pour moi, Brandon Ingram, qu'est-ce que je reviens de lui, c'est qu'il a des bonnes intentions. Effectivement, lui, il est vraiment dégoûté quand il perd. Ouais. Lui, il est vraiment exactement. Tu vois, il va pas tweeter une image de lui en train de faire un dunk ou en train de danser comme tu dis la salsa sur Instagram. Non, lui, il est dégoûté. On a perdu. Exactement. Non, et puis il a ce côté aussi très très altruiste, très hood, tu vois. La baston là contre Chris Paul, c'est pas un hasard. Je veux dire, il l'a pas fait simplement pour les caméras, quoi. Il l'a fait parce que ce mec, c'est un mec qui donne tout sur le terrain. C'est un mec qui donne tout pour son équipe, pour sa franchise, etc. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, tu vois. Maintenant, bon, sur le plan du basket, effectivement, là, on va en reparler un peu plus en détail, à mon avis. Il a quand même des qualités indéniables, tu vois. Il a quand même des qualités indéniables. Il a des défauts, mais il a des qualités quand même indéniables. Après, par rapport à la question que posait de manière un peu exagérée Clément, moi je disais entre les deux parce que j'ai toujours un souci avec Brandon Ingram qui est que tant qu'on aura ce coaching staff, je pense qu'on ne verra pas le joueur qu'il doit être. C'est pas un hasard aussi si sur ces derniers matchs il est en train d'exploser, c'est que quand même il y a beaucoup de choses qu'on appelait nous depuis longtemps, à savoir beaucoup plus de jeux off-ball, du 3 points, et tu vois ça arrive, ça se débloque un tout petit peu là dernièrement et c'est très bien. C'est un cutter extraordinaire, hein, Brandon. Il est tellement intelligent dans ses déplacements et quand tu l'envoies sous les paniers, c'est un calvaire pour n'importe quelle défense. Ça d'ailleurs c'est un mythe sur lequel j'ai envie de revenir. C'est les gens qui disent ouais, il faudrait qu'il prenne plus de muscles, soi-disant que 1 il serait faible et 2 il serait soft. Putain, le gamin il a peur de aucun contact. Ah oui, non, mais mec, il rentre dans le tas. Ouais, et je trouve pas si faible que ça, hein.
intelligent. Et il se fait pas si bouger que ça, tu vois. Voilà, exactement. Au post-up, tu vois, il se fait pas tant bouger que ça, je trouve. Donc non, Ingram, c'est ok, il est frêle, d'accord. Bon, bah c'est son physique, mais il est pas soft. Et quand il monte au panier, ça, il en a rien à foutre, hein, franchement, de quel pivot a bien essayé de le contrer, il en a rien à foutre. C'est pas son physique. Enfin, je pense qu'il a aucun complexe par rapport à son physique, et le mec, il rentre dedans, il dunk, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Exactement. Et c'est très bien que tu parles de ça me donne la transition sur que ce qu'on revoit en ce moment chez Brandon, c'est une grande efficacité et confiance sur le drive. Un truc qu'il avait eu un peu aux alentours de la deuxième partie de saison l'an passé, où tu vois, il a attaqué tout le monde et il commençait aussi à dunker un peu sur tout le monde, et là on le retrouve là-dedans, dans ce registre-là. Alors je sais pas si c'est énervé ou si c'est remis un peu en confiance. Et c'est ce qui fait que oui, il est en train de montrer que c'est un joueur qui a un autre potentiel que d'autres rookies dont je tairai le nom, et qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Et puis attends, les dunks, on l'oublie très vite, mais ça fait des points, quoi, tu vois. Je veux dire, driver et rentrer et claquer des dunks ou des lay-ups un peu casse-cou, mais il faut quand même dire ce qu'il est. Il est quand même très habile, je trouve, moi, quand il drive. Il peut alterner d'une main à l'autre assez facilement pendant son saut, etc. Il a quand même un vrai talent à ce niveau-là. Ça fait des points, quoi, tu vois. Et si le mec là aujourd'hui il score beaucoup, c'est que c'est pas un hasard, tu vois. Alors que pourtant dans sa première saison, et même quand on regarde les 6 premiers mois de sa deuxième saison, c'était pas gagné, hein, niveau scoring. Je peux vous dire que moi j'ai eu quand même beaucoup de sueur froide à certains moments, tu vois, en me disant en fait le mec c'est effectivement le Tayshaun Prince du pauvre, entre guillemets, quoi. Volontaire en défense mais incapable d'avoir ce volume en attaque. Mais en fait on se rend compte là quand même depuis un bon petit stretch de facile 15 matchs qu'il est là, quoi, tu vois, qu'il est présent. Et alors je vais reprendre les notes du site B-Ball Index qui ont un système de notification selon de notation, selon les catégories des joueurs, et il est élite dans ces catégories-là. Donc le 1 contre 1, la finition, c'est là où il se montre vraiment très fort cette année. Donc ouais, non, c'est un joueur qui aussi au jeu au poste également, il a A- en jeu au poste, donc il a A- en finition et A en 1 contre 1. Ça fait un joueur c'est une première option offensive. Il joue comme une première option offensive. Et ça s'améliore un petit peu sur d'autres secteurs, tu vois, sur le mouvement off-ball, il est en B+. Et tu vois, il y a des cuts où c'est un casse-tête pour l'équipe. Dès qu'il cut, tu vois, sous le panier, tu fais quoi? Et qui est aussi grand à l'aile pour défendre sur lui au panier? Quasiment personne. Et en plus, il est habile, il a un bon jeu de jambes. Donc non, je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment, vraiment content pour lui qu'il ait repris un peu du poil de la bête et de la confiance dans son jeu. C'est dommage, hein. On va l'avoir chez STT. Enfin bref. On a une question là-dessus. Ah ouais? Ouais. Peut-être la faire. Est-ce qu'on le laisse partir contre rien, du coup? C'est ça. On va le laisser partir contre rien. C'est hors de question qu'on laisse partir contre rien. Si tu dois le laisser partir, il doit partir contre du gros, hein. Je suis désolé. Ce joueur-là. Il doit partir contre AD, quoi. Tu vois, c'est tout. C'est ça. Ouais, bah oui. Ça va me faire chier de le perdre, mais effectivement, contre AD, même le Ingram d'aujourd'hui, je pense que, bon, voilà. Je pense que, à mon avis, je le balance. Et encore, c'est vraiment à contre-cœur, tu vois. On a eu aussi une autre question alors, on parle justement de contrepartie sur un trade potentiel avec Bradley Beal. Et moi, je suis mesuré, hein, déjà. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Ouais, moi, je le fais. Je pense que je le fais aussi, mais beaucoup plus à contre-cœur que pour Anthony Davis. Oui, mais je le fais quand même. Parce que c'est quand même très fort, hein, ce que fait Bill. Ouais. Et il t'apporte des choses, c'est vrai. dont tu as clairement besoin encore. Donc, moi, je fais quand même ce deal-là. Après, ça serait juste Brandon et un petit truc. Je mets pas Brandon Kuzma pour Bill, tandis que je mets, bien sûr, Brandon et Kuzma plus des pics pour AD. Ouais. Voilà. Je lâche quand même plus pour AD que pour Bradley Beal. Après, Mais tu vois, la contrepartie, c'est ce niveau-là. C'est pas en dessous. C'est pas Covington, c'est pas des joueurs comme ça. Non. La contrepartie de Ingram, c'est au-dessus. Bien sûr. Parce que ouais, vas-y, pardon. Vas-y, Clément. Juste un truc sur ce que j'allais revenir. C'était pour revenir justement à Brandon Ingram. C'était pour avertir nos auditeurs qu'on avait déjà enregistré un dossier sur un des podcasts, mais qui n'avait pas pu sortir pour des raisons techniques, vu que le monteur avait enregistré de l'ASMR à base de pastèque sur la bande son. Du coup, on avait tenu des propos et il diffère légèrement de ce qu'on peut dire aujourd'hui, évidemment, parce que voilà, sur les 7 derniers matchs, il joue à un niveau de superstar. Mais l'idée reste néanmoins la même, et j'aimerais rappeler que sur sa période où il revient de blessure et jusqu'au All-Star Game, non, Brandon Ingram n'est pas nul. Il fait une saison
il démarre sa saison de manière poussive, et encore je mets poussive parce que 15 points par match à 45%, en gros c'était ce qu'il produisait l'année dernière. Hein. Il est toujours en constante évolution, Ingram au niveau des points et au niveau de son pourcentage. Mais depuis qu'il est revenu de blessure, on avait un joueur qui évoluait à 18 points, il prenait 6 rebonds, il faisait 4 passes, et ça c'est que les stats bruts, 50% il faisait aussi. Et ça c'est que les stats bruts. Il était toujours dans le 90e ou 95e percentile en défense. Au niveau de l'attaque, il était 45e, donc juste en dessous de la moyenne. Donc malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, les ballons perdus, le mec incapable de shooter à plus de 5 mètres, il sait pas attaquer le panier parce qu'il est tanké comme une brindille. Le mec était là. Et évidemment que ça va mieux ces temps-ci parce qu'il joue comme une superstar. Et moi, ça me perturbe un peu de voir des gens dire enfin, il joue à son vrai niveau. Voilà, quand il veut, il peut. Je pense qu'on se rend pas compte qu'il faisait une bonne saison et que on se rend pas compte du niveau qu'il a sur ces 7 derniers matchs. Mais oui, il a un niveau stratosphérique. On verra si c'est est-ce que c'est un nouveau palier qu'il a passé là dernièrement ou est-ce que c'est un simple coup de chaud qui va redescendre un peu, pas à 13 points par match non plus, mais on verra à l'avenir. Mais voilà, je veux juste qu'on se rende compte que ce joueur c'était pas une quiche avant ces 7 matchs, qu'il il revit pas depuis 7 matchs, il était déjà présent avant. Oui, et moi ce que je reproche aux gens, c'est d'oublier que c'est toujours d'être aveugle sur la défense. Mais oui, non mais carrément, mais c'est ce que moi c'est vraiment ma propagande là sur le compte Twitter. Je vais te laisser continuer, mais effectivement, c'est les stats brutes que les gens regardent sur ESPN.com, elles ne disent pas combien Brandon Ingram est important en défense, quoi, tu vois. Alors le même, je vais rajouter c'est paradoxal, mais c'est quand même un joueur, c'est assez incroyable, enfin c'est amusant, ou je sais pas si c'est amusant ou contrariant, de voir qu'il se fait quand même toujours autant défoncer par les statistiques avancées en défense. Enfin, tu vois, le luck adjusted de net rating le déteste, le defensive playing impact plus minus ne l'aime pas beaucoup plus, son impact sur le defensive rating de ses partenaires il est pas top, enfin même il est clairement dégueulasse. Même, tu vois, donc je parlais du système de notation de B-Ball Index sur les catégories défensives, c'est juste moyen. Et à Clément qui l'a cité, en fait, il y a que le DPOE qui en font un super joueur. Et peut-être que ça correspond, cet indicateur-là. Adverse. Ouais, et ça montre en fait qu'en termes d'efficacité défensive, cette impression d'arriver à faire passer des sales soirées à des super joueurs en face de lui, ça quand même, on l'a vu. Tu vois, face aux Sixers, Butler est en difficulté. Contre Houston, Harden n'a pas aimé et Paul non plus n'ont pas aimé comment de se retrouver face à lui. Holiday aussi, je trouve qu'il avait bien galéré contre Brandon. Donc non, c'est toujours assez amusant de voir qu'en tout cas qu'au niveau des stats avancées, t'as juste une petite catégorie qui le sauve, mais en termes d'impact, c'est pas ça. Mais malgré tout, quand tu vois ce joueur-là et sur ses intentions et ses efforts en défense, même quand il n'est pas la première option à prendre 23 tirs par match, eh bien, il continue à se donner de ce côté-là, contrairement à d'autres. Et ça, les gens ne regardent pas. Je comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas prendre ça en compte quand il s'agit de comparer son potentiel à lui à d'autres potentiels. J'avais mis j'allais dire que je sais pas pourquoi les gens le prennent comme bouc émissaire. Moi aussi, c'est quelque chose qui me dépasse aussi. Est-ce que c'est lié aux hautes espérances, comme tu as dit tout à l'heure, donc le spectre de KD, parce que le mec fait 2m8 et a des longs bras et un minimum de muscles? Est-ce que c'est parce que les gens voient un potentiel énorme en lui? C'est tout à fait louable. S'il le voit scorer 30 points par match au bout de sa 3e saison et qu'il en fait que 20, c'est compréhensible que les mecs soient énervés. Est-ce que c'est lié à la frustration des défaites, puisqu'il faut toujours un coupable, ou est-ce que c'est la présence d'autres joueurs? Je voulais pas le citer parce que j'aime pas quand on oppose Kuzma et Ingram, mais Kuzma qui a eu un apport inattendu par rapport à sa place à la draft. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que la comparaison? Pour moi, la clé elle est là. Pour moi, la clé elle est là. C'est la hauteur du pic. Ouais. Si c'est pas un deuxième choix de draft derrière Ben Simmons, c'est pas le même jugement de la part des fans. Voilà. Ouais. Et c'est là où on arrive à des conclusions que Kuzma est meilleur que Brandon Ingram. Je pense que Kuzma est un très bon joueur pour un 27e tour de draft. Est-ce que maintenant il est meilleur que Brandon Ingram? Moi, j'en suis pas du tout convaincu. Non, moi non plus. Voilà. En fait, ni dans l'état, ni dans le ceiling, quoi, tu vois. Je veux dire, moi, le truc, c'est en fait la relation entre les deux, elle est quasiment, on va dire, en balance en fait. C'est que le potentiel max de Kuzma, pour moi, c'est un glue guy. Tu vois, c'est juste le mec qui doit prendre ce que le reste de l'équipe lui donne et se donner pour l'équipe.
Et c'est un joueur qui se voit comme une first option. Et donc, du coup, pendant que lui jouait comme une first option, Brandon a joué comme un glue guy. Et maintenant, alors que t'as le contraire qui se fait, t'as Brandon qui joue comme une first option, et Kuzma devrait se mettre au niveau de son véritable rôle. Ce qu'il ne fait pas actuellement en ce moment, ce qui est dommage pour lui, mais tu vois, c'est ça. Moi, que je trouve dans la relation entre les deux. Et du coup, chez les fans, t'avais ça, tu vois. Quand t'as un joueur qui explose avec des performances à 35, 38 points en prenant 25 tirs et qui agit en ayant une espèce d'insouciance dans la sélection de tirs, tu fais, ouais, c'est vraiment un joueur avec du caractère, lui, il a le sang de Kobe dans ses veines et tout, tu vois. Alors que, non, c'est juste que les deux joueurs ne jouent pas le rôle qui est réellement le leur. Et qui est en adéquation avec leur véritable potentiel. Mais tu vois, tu parlais du sang de Kobe, justement, tu vois, pour Kuzma. Et comme je te dis, moi, je pense que les gens ont un profond, une profonde note d'amertume envers Ingram, parce que voilà, t'as mentionné Kobe, tu vois. Et c'est vrai que, tu vois, notre seul véritable joueur capable de scorer depuis la fin de carrière de Kobe, c'était D'Angelo Russell à l'époque, avant qu'on décide de le dégager. Bon, on l'a dégagé, ok. Au moment où on a dégagé D'Angelo Russell, il était question que ce soit Ingram, pour beaucoup, je pense, pas forcément pour moi, ni forcément pour le FO des Lakers, hein, mais pour beaucoup, il était question que ce soit Ingram qui reprenne un peu ce flambeau, voilà, du scoring, du mec qui va prendre beaucoup de tirs, qui va potentiellement rater beaucoup, mais qui va mettre des points, etc., etc. Et là arrive Kuzma, donc 27e pick de draft. Et le mec enchaîne, voilà, grosse performance sur grosse performance, du scoring justement, en veux-tu, en voilà, des features même dans les médias avec Kobe Bryant, des conversations où tu le vois très proche de Kobe Bryant, mentoré parfois par Kobe Bryant, même si ça a apparemment été le cas, qu'ils ont simplement mangé un steak ensemble dans un restaurant. Mais bon, bref, on y a eu droit pendant un mois à ce putain de dîner avec Kobe Bryant. Tandis que Ingram, lui, est très discret. On n'entend pratiquement jamais parler dans les médias, ni avec Kobe d'ailleurs, ni avec personne. Et voilà. Et du coup, comme tu disais, effectivement, l'un a joué ce premier rôle, entre guillemets, j'ai pas envie de dire en tirant la couverture vers lui, parce que quelque part, il a aussi mérité de pouvoir jouer ses matchs et prendre des tirs. Kuzma, il y a une époque, la saison dernière, où il enchaînait beaucoup de bonnes performances au scoring. Oui, mais médiatiquement, il a fait. C'est médiatiquement, effectivement, que on peut trouver des choses à redire, mais en tout cas, dans le jeu, il y a une époque où quand même Kuzma enchaînait les bons matchs avec beaucoup de points, et il n'y avait pas de raison qu'on lui retire ses shoots dans la mesure où il les mettait, tu vois. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a un espèce de décalage qui se crée petit à petit. Je pense parce que Ingram, maintenant, il est en mode je m'en bats les couilles, en fait. Il est en mode je vois que l'équipe s'effondre. Il se dit, pourquoi est-ce que moi, finalement, je me débriderais pas et je jouerais pas mon jeu? Je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça, tu vois, dans sa façon de faire actuellement. Il a raison. Et il a raison, absolument. Il a raison. Et moi, je suis content pour lui. Voilà, moi, ta conclusion, Adrien, c'était que t'étais content pour lui. Et moi, je suis content pour lui. J'ai toujours trouvé dommage, que la Lakers Nation ne soit pas très tendre avec lui. Vraiment, c'est quelque chose. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je te le dis franchement, que j'aimais déjà en NCAA et que j'ai toujours été très content d'avoir aux Lakers. Et voilà. Moi, j'espère pour lui j'espère pour lui, pour nous d'ailleurs, que ça va durer. Ce serait cool qu'il continue ce stretch en mêlant ça avec un retour de Lonzo. Ça pourrait être hyper intéressant, tu vois, pour la fin de la saison typiquement. Il faut que les deux montrent qu'ils arrivent à jouer ensemble. Ouais. Ce qui n'a pas vraiment été le cas, faut le dire aussi, c'est clair. Parce que, et c'est là, je vais peut-être me projeter un peu plus loin, parce que si LeBron ne sera plus là dans 3 ans, eux, oui, peut-être. Donc, il faut qu'ils jouent ensemble et qu'ils montrent qu'ils peuvent vraiment jouer ensemble tous les deux. Ça va être chaud d'enfermer Magic Johnson dans un placard pendant 3 ans. Mais, on retourne sur le calendrier, messieurs. On va voir si Brandon Ingram continue sur sa lancée. Prochain match, les Clippers. Brandon Ingram. À domicile. Brandon Ingram. D'ailleurs, félicitations Adrien, j'ai regardé les scores de la semaine dernière. Du dernier numéro, pardon. C'est bien. T'es sur une bonne lancée. Putain, je suis trop nul. Bon, qu'est-ce que je dis? Je dirais les victoires. Victoire contre les Clippers, ok. Alors, je note. Défaite pour moi. Allez, putain, pour l'honneur, victoire. Je te laisse faire les scores. Réception des Nuggets. Ça pue ça quand même. Je suis loin, non, derrière au score, je pense. Il faut que je tente des coups, victoire. Toi, Clément? Défaite. Ouais, défaite. En plus, Gary Harris est revenu. Boston, réception de Boston. Il revient pas très bien d'ailleurs. Laisse-le revenir. Quand tu te fais dominer par Malik Beasley, il y a un petit problème là quand même. Domination, je sais pas. Je sais qu'il y en a un des deux qui défend. Boston. La victoire, moi, réception de Boston. Non, mais il faut que je me rattrape défaite. Allez. Je mets victoire. Ouais. Ok, attention, on part sur les déplacements. Je rappelle qu'on est ultra mauvais sur les déplacements. Je pense qu'il y a 12 victoires. C'est un truc comme ça, je sais plus combien. Bon, bref. Déplacement à Chicago. Victoire. Je
Je le vois tellement perdre. Ouais. On va se faire exploser. Ouais. David, il va marquer 57 points, on va rien comprendre. Non, défaite. Markkanen, il va te mettre 12-3 points dans la vue. Tu vois. On va jouer small ball. Markkanen, il va prendre Kuzma au poste. Allez, défaite. Ouais, défaite. Ok, déplacement un peu plus facile. Toronto. Non, là, je suis pas con, défaite. Défaite. Ouais, défaite. Déplacement. En fait, on a un calendrier hardcore, en fait, hein, quand on Ouais. Non, mais les C'est pour playoffs, dire que- laisse tomber, quoi. Ah, Ça non, fait mais un peu, là. putain, je me rendais pas compte, genre, j'avais pas cette vision sur le Mais long là, terme. c'est Jacob Goldstein a dit ça, il avait dit ouais, non, mais vous savez, les victoires prévues, enfin, du modèle, c'est par rapport aussi au calendrier, et ça va mal se passer pour les Lakers. Et, Ouais. dont acte. Ensuite, déplacement à Détroit. Déplacement à quoi, pardon? Détroit. À Détroit? Victoire. Ouais, victoire quand même contre Détroit, pour l'honneur. Victoire malgré les 35 points de Mikhail Luk. Alors, tu changeras. Non, tu peux changer, tu mettras défaite pour moi, alors. Ah. Défaite. Non, je suis obligé de Mais prendre qui te fait votre peur. pied, quoi. Non, le retour de Reggie Kuzma Jackson. dans le Michigan. Hop, et attention, déplacement à New York. Défaite. Ah oui, mais toi, tu joues gros, toi. Non, Ouais, je victoire, joue gros, moi. victoire quand même, déplacement. Victoire aussi. On a perdu contre eux à domicile. C'est pas qu'on va gagner chez eux. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux. C'était un petit peu présomptueux. Maintenant, peut-être qu'on aura Alonso d'ici, Yannick, j'espère. Putain, Ouais, je suis bah- plus optimiste. Ouais. Et vous Je suis oubliez une plus chose. optimiste et j'ai mis 4-3. C'est dire si on est bien parti. Oh là Vous oubliez une donnée essentielle, hein, c'est qu'il y a peut-être la possibilité qu'on bench LeBron jusqu'à la fin de la saison pour le tanking. Hein. On va en reparler peut-être. Putain, plus vous tard. imaginez? Ça, c'était une question sur Twitter, elle est magnifique. C'est la meilleure. On va en reparler. On passe au flop et au top, messieurs, avant de passer à la question. Yes. Ah, vas-y. Alors, vas-y, Top. les top. Brandon Ingram, trop tard, à vous. Ouais, putain, c'est dur là. Et ouais. Oh là là, Eh, tu nous as dépouillé là. Bah, allez Bullock parce qu'il est efficace quand même au shoot, tu vois. Il est nul en défense, malheureusement pour Pistons FR, je veux dire, les dires d'Adri se sont confirmés, mais il fait le taf en attaque. Donc Bullock pour moi. Adri. Non, j'en ai pas vraiment. Ouais, t'as vu, c'est compliqué, hein. Ah non, là, cette semaine, c'est compliqué. Hein. Donc, j'ai envie peut-être de féliciter, comment dire, certains abonnés qui parviennent à rehausser Écoutez-moi ce disquetteur. notre compréhension du basket et qui nous aide à améliorer finement notre analyse. Donc bravo à l'indicateur merci, mis en place Alex par Alex Itou et son indicateur avancé du haut pifomètre sur 10. Invente des catégories et des barèmes pour évaluer 3 sur 10 en mental, 5 sur 10 de physique. Au pifomètre, ça passe, bravo. Ah là là. Bravo à lui, à ce qui paraît pisté par B-Ball Index. Ouais. Encore lui, fumier. Et au flop. Et si on passe au flop, qui c'est qui veut commencer? Il y a le choix. Il y a le choix normalement. C'est vrai qu'il y a de quoi faire. Bah vas-y Adrien, moi j'ai perdu mon spot parce que je suis arrivé en retard pour Non, l'enregistrement. vas-y Clément, je te laisse. Vas-y. Rajon Rondo. Ah, je sais pas par où on commence. Que ce soit en attaque où il est totalement dégueulasse, mais vraiment totalement. Hein. Genre sur les 6 derniers matchs, donc la post All-Star, 0,28 d'offensive par IPE que tu as expliqué tout à l'heure, Adrien, pour l'impact. Et en défense, ça s'améliore puisqu'il est juste à moins 0,95. Donc on obtient une note générale de moins 3,23 et on comprend pas pourquoi il n'était pas titulaire pendant 3 matchs. Voilà. Il est horrible. C'est le joueur, tu te dis, est-ce qu'il est plus nul en attaque ou en défense? Tu vois, c'est où le domaine où il te coûte le plus, ce joueur? De tout notre effectif, c'est celui qui justifie le moins les millions qu'on lui a filés. De tout ça. On va checker quand est-ce qu'on repasse sur la télé nationale là, pour qu'il fasse un bon match? Les Celtics, hein, peut-être leur réception, ouais. Rendez-vous dans 3 matchs. Allez les flops. Qui c'est qui veut continuer? Bah vas-y Adrien. Ah ben Kuzma, voilà, tiens. Voilà. J'avais bien commencé là tout au long du podcast, mais là oui, la Kuzma, ça devient dire ok, je t'aime pas beaucoup, mais quand même, vas-y, un peu d'orgueil en défense. Et aussi reprends-toi en attaque pour reprendre ce rôle de stretch four qui doit être le tien. Et parce que là, c'est combien sur les 7 derniers matchs? C'est 26% à 3 points avec un gros volume pris, c'est pas possible. Non, reprends-toi, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ton niveau actuel. Donc voilà, je te cartouche pour cette fois, mais pour que tu me fasses mentir pour les prochains matchs. Oh bah tu sais, en fait, je pensais que j'allais pas avoir le choix, mais en fait si, hein, j'ai encore beaucoup de choix. Oh, oui. Ce sera Maggie. Hein. Ouais, c'est bien. Maggie, bien. Maggie, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Maggie, c'est un nulard, quoi, faut le dire, tu vois. Après. Non, mais bon, écoute, effectivement, il dunk, super, bah merci.
Je suis content. Non, Maggie, ça fait un petit moment là, ça fait un petit moment qu'on l'a perdu. Ça fait d'ailleurs pas qu'une ou 2 semaines, hein, ça fait même plusieurs mois maintenant. Là, au moins, ça fait depuis le mois de décembre que Maggie, c'est la descente aux enfers. Oui, dis-moi. Je vais te faire rire. Ouais. Rappelle-toi que en début de saison, certains disaient quand même Maggie pour le Defensive Player of the Year, oui, c'est crédible. C'est ça. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai qu'il vraiment il y a eu des tweets comme cela. Maggie, en gros, il a tapé un sprint sur les 15 premiers mètres alors qu'il faisait 1500 mètres. Je pense que c'est comme le sketch des inconnus où le mec part comme une bombe. Ben voilà, c'est vrai. Souci après, il y a plus d'essence dans le tank là. C'est vraiment la définition de la descente aux enfers, quoi. Tu vois, petit à petit, le mec sombre toujours un peu plus et t'as vraiment l'impression que personne peut le rattraper, que c'est comme ça, quoi. Tu vois. Et ça quelque part, ça m'embête un peu parce que c'est pas un joueur en moi que je déteste particulièrement. Je pense que c'est un brave type, tu vois. Mais bon, son niveau basket, c'est plus vraiment ça. Et le truc, c'est que il a quand même beaucoup de minutes, il a quand même beaucoup de responsabilités qui lui sont données sur le parquet, tu vois, beaucoup trop à mon goût. Et voilà, c'est ça qui, tu vois, si Chandler avait eu ses responsabilités. J'allais te dire, heureusement qu'on a un remplaçant de haut niveau. Voilà, c'est ça. Tu vois le truc. Je veux dire, j'aurais probablement tapé sur Chandler s'il avait eu les responsabilités, le temps et voilà qu'à Maggie. Mais là, c'est un peu inadmissible quand même de voir le rendement de Javel. Bon, j'espère que ça s'améliorera. C'est pas parti pour, franchement, mais on verra bien. Bon, vu qu'on a tous parlé, on peut passer aux questions, messieurs. En avant. Allez, on est parti. Les questions de Molon Labbé. Donc, on reprend celle qu'on avait dit tout à l'heure. La probabilité que le FO laisse partir Ingram contre Peanut existe. Quel pourcentage que ça arrive pour vous? Moi, je vais dire 2%. Le risque zéro n'existe pas, mais quand même, vu son stretch, le front office doit se rendre compte que tu peux pas faire une randall bis avec lui. Donc, ce joueur-là ne partira pas contre rien. C'est pas possible. Ou on le prolonge, il reste à moyen terme, ou alors il partira contre quelque chose. J'espère qu'on le prolongera. Après moi je pense que je suis le fanatique numéro 1 de Brandon Ingram dans Lakers France aussi, tu vois, donc ça aide pas beaucoup. Mais non, ouais, il y a peu de chances qu'il le dégage comme ça, enfin plutôt qu'il le prolonge pas, ou du moins qu'il ne le traite pas. Du coup, ouais, pareil, comme Adrien. 1%, on part sur 1%, on sait jamais. Allez, 1%. Si Davis vous passe sous le nez, feriez-vous une offre pour Bill et si oui, quoi? Ouais, moi j'avais dit Ingram, j'ai mis Ingram en jeu et juste autre chose, Ingram et un pick, pas plus. Nas? Moi je fais pas d'offre, je pense, ou alors si, peut-être Kuzma et peut-être 2 picks. Mais je parle là, tu insultes les Wizards, genre. Ouais, non mais bien sûr. Mais non, jamais, après eux aussi ils ont un génie au niveau GM, hein. Pas mal. Effectivement. Mais non, mais tout ça pour dire que moi je balance. C'est handicapé qui s'était trompé dedans. On va leur envoyer André Ingram, sinon il n'y a pas de souci. Non mais ouais, je balance pas. Moi je balance pas Brandon Ingram pour Bill. Ok, la suite. Si certains parmi vous, moi pareil, je pense que j'envoie Ingram, mais vraiment un reculon. J'essaye d'envoyer autre chose avant, mais bon. Mais vous avez vu comment il joue Brad Bill ces derniers temps? Non, mais il était absolument infernal. Mais bon, voilà. C'est pas Magary Harris, par exemple. Si certains parmi vous font partie de draft Twitter, que voudriez-vous choisir avec votre futur loterie pick? Pour moi, c'est encore trop tôt pour parler de la draft, mais il y a 2 joueurs que... J'aime bien ce petit Zion Williamson, tu vois. Pas beaucoup de gens qui parlent de lui. Moi, j'aime vraiment pas mal, quoi. Tu vois, je trouve bien sympa. Grand, tu sais, très élancé, très athlétique. J'aime beaucoup son profil, quoi. Non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, c'est vrai. En vrai, ça serait pas mal, ça, tu vois, le complotisme anti-Lakers si on chope le first pick avec une vieille saison, avec les Browns. Ce serait super. Mais non, plus sérieusement, moi, il y a 3 noms que je retiens pour l'instant. C'est DeAndre Hunter de Virginia, Darius Garland, le meneur de Vanderbilt, et s'il venait à tomber ou s'il était encore dispo, garder un œil sur l'arrière de Kentucky, Keldon Johnson. C'est les 3 noms que j'ai ciblés a priori, sans avoir regardé les matchs. Mais voilà. Très bien. Question suivante. Quel est le sailing de Kuzma à vos yeux? C'est dur, hein. Son sailing, c'était de la manière dont il jouait pendant le super stretch qu'on a eu en décembre. Ok. Et un peu moins que ça date. Un peu moins dans le volume de tir, si possible, mais dans la confiance et les intentions en défense, ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que son stretch était pas mal, d'autant qu'en plus à l'époque il montrait des véritables signes d'altruisme aussi, je trouvais, qu'on voyait pas souvent de manière générale dans son jeu, c'est-à-dire vraiment faire l'extra passe parfois, tu vois,
vois, plutôt que d'aller chercher le panier qui peut être un peu plus compliqué que prévu, vraiment aller chercher son coéquipier. Ouais, c'est vrai que son ceiling, ouais, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est chaud de trouver un joueur, tu vois, c'est chaud de trouver un joueur NBA qui lui ressemble. Non, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup il a un profil assez atypique quand même, tu vois. Et puis c'est vrai que tu sais jamais véritablement sur quel type de skill il est en confiance en fait. Il est quand même assez irrégulier, je trouve, dans son jeu. Tu vas avoir un moment où il va être très très bon au catch and shoot, d'autres moments il va être complètement abyssal, comme dernièrement par exemple. Certains moments où il va s'enflammer sur les drives, sur les spin moves et compagnie, d'autres moments où plus rien ne va rentrer, tu vois. C'est vrai que il est quand même assez difficile à cerner comme joueur. Du coup, ouais, c'est assez compliqué d'estimer son ceiling, mais je pense que t'as donné une bonne définition. Tu vois, je vais être méchant ou gentil, je sais pas, ça dépend comment vous le voyez, mais un Paul Millsap du pauvre. Ouais, bon, c'est gentil quand même. C'est gentil quand même, Paul Millsap. C'est pas, ouais. C'est une jolie comparaison. Sachant quand même que Paul Millsap, c'est en défense, c'est quand même, voilà, c'est quand même. Voilà, c'est pour ça, du pauvre. C'est pas quel, ouais, voilà, c'est pas quel Kuzma non plus, tu vois. Mais bon, ouais, ok, ouais, effectivement, ça se tient. Question de Easyland, messieurs. Les Lakers ne seraient-ils pas, non pas à l'an 1, mais à l'an 0 du projet James? Ça, c'est une bonne question. Après, tu vois, en 0, il a quand même 33 ou 34 ans, le mec, hein, tu vois. Donc, on va peut-être à un moment donné commencer, tu vois, à se sortir les doigts et y aller, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis quand même assez partagé là sur la première saison de LeBron James. J'ai envie de te dire que dans le jeu, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est bien, mais je trouve que dans l'attitude, c'est pas ce que moi personnellement j'attendais de lui, tu vois. À voir éventuellement la saison prochaine comment on l'entoure et comment ça va se goupiller. Mais là, pour une première saison, moi, je pourrais pas dire que c'est un échec parce que c'est vrai que ce serait quand même un bien grand mot, tu vois. Ce serait pas l'échec de LeBron James, mais il peut mieux faire. Il peut beaucoup mieux faire. Adrien? Ouais, c'est une question qui soulève un petit peu un paradoxe, tu vois, parce que normalement, c'est pas possible d'avoir une année 0, mais ouais. Si le fait de dire que c'est devenu une année 0, parce qu'en fait on est revenu au point de départ de l'été 2018, oui c'est vrai, quelque part la question a raison, on est un peu revenu en arrière, parce qu'en fait même si tu partais du principe que l'année 1 n'était pas une année où on allait gagner le titre, ça personne n'y croyait, mais malgré tout elle devait préparer l'addition des pièces de la pièce 2, voire des pièces 2 et 3 pour aller vers le titre dès l'année 2. Et là, j'ai l'impression que on en reparlera forcément dans les prochains podcasts, mais quid de notre attractivité cet été? Ouais. Moi, en fait, je pensais quand même pas qu'on allait s'effondrer si tôt, et de cette façon, surtout, tu vois. Mais je pense que vraiment, ce qui nous a vraiment pas mal flingué, c'était cette trade deadline et toutes ces rumeurs. Non, mais franchement, honnêtement, faut le dire à un moment donné. Je pense que ça a quand même, ça nous a quand même vraiment, ça n'a vraiment pas été un cadeau pour les Lakers, quoi. Ça tombe bien que tu te parles de ça, puisque du coup on a une question donc de Drakkar, Liam et Hugo qui ont un thème commun. C'est pourquoi Muscala, l'intérêt de trade Zubac et pourquoi Zubac? Ouais, je vais commencer. Pour l'instant, c'est pas évident. Disons que surtout que le problème, c'est que t'as tradé le meilleur des pivots dans le profil type Zubac, McGee et Chandler. T'as envoyé le meilleur aux Clippers et tu ne fais pas jouer celui qui pourrait apporter un profil autre dans Muscala. T'as l'impression que Muscala, s'il rate ses deux premiers tirs, son premier ou ses deux premiers tirs, il va vite rejoindre le bench, comme si, à part prendre un 3 points, il ne servait à rien. Or, je pense qu'on pourrait le tester quand même sur de plus longues minutes pour voir si en défense, c'est pas un peu mieux que déjà que les deux autres, à mon avis, c'est sûr. Et que voire même soulager un petit peu Kuzma au poste 5 sur une dizaine voire une quinzaine de minutes si on s'y retrouverait pas gagnant. Mais c'est un trade qu'on a perdu, hein, évidemment. Nas, tu veux rebondir? Non, pas grand chose à dire. En plus, c'est quoi de pire quand t'es un fan des Lakers et que tu vois un peu ton poulain éclore sur la toute fin, hein, parce qu'on n'y croyait plus, je pense, pour Zubac. Le voir dans des sorties médiatiques disant qu'il regarde encore les Lakers et que il nous aurait bien aidé entre guillemets, mais que il ne peut plus, etc. Ça fait quand même assez mal au cœur maintenant. Effectivement, je dirais que la lueur d'espoir aurait été de peut-être un plus tester Muscala. Après, je sais pas ce qu'il monte forcément à l'entraînement aussi, parce que faut quand même avouer que l'entraînement c'est quand même un bon vecteur pour pas mal de coachs pour décider le nombre de minutes dans la rotation, etc. Faut voir ce qu'il fait, quoi, ce qu'il donne. Pardon. Non, j'ai volé, peut-être que c'est pas le cas d'une autre. Ah, peut-être que oui, effectivement, peut-être que c'est pas le cas d'une autre, effectivement. Oui, c'est probablement pas le cas d'ailleurs. Mais oui, bon, voilà, pas grand-chose d'autre à ajouter. Question suivante, Dr Biggie. Quel coach pour l'année prochaine? Il avait dit l'année prochaine, c'est ça, hein? Oui, pour l'année prochaine.
Voilà, c'est une question qu'on va avoir, qu'on va se reposer encore, mais je sais pas quoi dire. Parce que imaginons que l'on vire Walton là dans la semaine qui va arriver. Ouais, Tyronn Lue est peut-être l'option la moins pire. Après, pour l'année prochaine, moi je maintiens qu'il faut prendre un grand tacticien, et donc j'irai plutôt vers un Spurs guy ou girl en l'occurrence. Ouais, mon choix numéro 1, ça serait Becky Hammon, mais bon, c'est encore un peu tôt pour se poser la question pour l'année prochaine. Je me réfléchirais plus si l'option c'était de se dire, ok, on vire Walton demain, qui pour finir la fin de saison et pour aller sur la saison suivante. Jason Kidd. Ouais, voilà, tu vois. Et bon, c'est pour ça que je dis Tyronn Lue comparé au reste des rumeurs qu'on a vues, tu vois. Kidd, Jackson, ça c'est vraiment les choix de l'enfer. Ouais, non, mais carrément. Les vrais choix de l'enfer. Dernière En fait, question. tous sauf Kidd et Jackson, en fait, hein, quand on regarde. Ouais. Et d'autres aussi. Oui, d'autres. Peut-être d'autres choix bien pourris aussi que tu peux avoir. Mais c'est pour ça que Lue, c'est pas si mal. Ouais, c'est vrai. Pour finir la saison. Dernière question de Jérémy Ferreira. Si tu perds ce soir, tu cites LeBron pour la fin de saison en mode tanking? Je te jure, c'est la meilleure question. C'est la meilleure question de nos abonnés. Mais limite, j'ai envie de te dire, ça serait très drôle. Ça serait hyper drôle. Et donc, ouais, non, mais pourquoi pas? Non, mais je pense qu'on se prendrait les amendes. Je ne crois pas que ce soit autorisé. Non, mais ça va, tu inventes une blessure diplomatique. Et tu le. Là, une load management, tu vois. C'est ça, voilà. Pour qu'il aille enregistrer encore des albums. C'est ça. Pour qu'il aille produire des albums pour d'autres rappeurs que 2 Chainz. Non, mais je te dis, après que tu redonnes du temps peut-être à des joueurs qu'on doit développer, tu vois, voir Bonga. Ça serait quand même vraiment très drôle de se dire, non, il faut développer Bonga et Wagner, donc LeBron ne doit plus jouer. C'est comme un nouveau Liu Holding. Mais ouais, après, si c'est pour augmenter notre place à la draft, c'est d'avoir vraiment un bon pick, pourquoi pas? Au point où on en est, qu'est-ce que ça change? Un mot pour la fin, messieurs. C'est trop bien d'être fan des Lakers. Non, mais ouais, c'est une période qui est quand même pas facile. Je pense qu'on s'y attendait pas. À mon avis, on s'y attendait quand même pas tant que ça. Finalement, elle justifie pas mal de remarques qu'on s'était faites sur pas mal de podcasts jusqu'ici. Mais est-ce qu'on s'attendait à une douche aussi froide, aussi rapide? Je pense pas, tu vois. Et c'est compliqué. C'est vrai que nous, notre activité sur le compte, faut dire ce qui est, elle a quand même un peu baissé par rapport à d'habitude, parce que quand ton équipe fait n'importe quoi et qu'elle joue n'importe comment, t'as pas spécialement envie de live tweeter, t'as pas spécialement envie de commenter le néant tactique qui existe, parce que là on pourrait faire des trades tactiques, mais ce serait des trades tactiques sur le néant tactique en fait de notre équipe, même le néant tout court dans le jeu par moment. Moi par exemple typiquement le match des Suns, c'est vrai que je l'ai regardé, mais j'avais vraiment pas envie de prendre le Twitter pour je veux dire je rageais déjà bien tout seul en rentrant de soirée. Ah non, ça faisait pas plaisir du tout. Tu prends pas de plaisir en fait. Ouais, tu prends pas de plaisir, c'est ça. Il y a des moments où c'est voilà, tu te fais violence. J'ai dû balancer 2-3 tweets dans la nuit, en plus j'étais un peu défoncé, donc voilà, c'est passé comme c'est passé, mais c'est tout quoi. C'est tout, c'était non, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, merci toujours à tous de nous suivre et d'interagir avec nous. Ouais, et le point positif quand même, c'est que à toutes les personnes qui nous ont critiqué parfois très vertement après la free agency en disant vous comprenez rien au basket, vous allez voir ça va bien fonctionner, gna gna, Rondo, Stevenson c'est des bons joueurs, ça va faire du bien à LeBron, voilà. Écoutez-nous, on dit pas que des conneries. Non, on dit pas que des conneries, c'est clair. Effectivement, on a nos avis tranchés sur un mal de trucs, faut le dire. Kuzma, bon voilà, on n'est pas tendre avec lui parce que on n'y voit pas spécialement le joueur que beaucoup d'autres gens y voient. Ingram, on l'aime bien, moi en tout cas je l'aime bien, Clément aussi, je pense que même Adré aussi, on l'aime bien et on lui prête peut-être plus de potentiel que beaucoup de gens le font. Mais non, c'est comme ça. Globalement, je trouve pas qu'on ne soit pas pertinent dans nos analyses, et puis voilà, pourvu que ça dure, et puis de toute façon ça, je pense que ça fait du bien à peu près à tout le monde, que ce soit des fans des Lakers ou des fans de l'NBA, tous les joueurs, d'avoir des gens qui parlent réellement de ce qu'ils pensent, qui disent réellement ce qu'ils pensent, et puis voilà, qui arrêtent de se mettre des filtres, etc. Nous on n'est pas là pour finir je sais pas où, on est juste là pour kiffer, et puis essayer de vous délivrer du contenu pertinent, tout simplement. Un mot pour finir? Moi c'était mon mot. Ok, donc il reste plus que moi. Ouais. C'est ça. Eh ben j'en dirai pas pour pas que mon micro déconne. Voilà, allez, à une prochaine fois. À une prochaine. Bonne soirée. Ciao.